On va continuer les débats. On a donc vu qu'il y avait des objectifs à atteindre, qu'on n'atteindrait pas ces objectifs. On a vu les moyens dont disposaient les municipalités et des moyens qui sont à améliorer. Mais il y a aussi des pratiques, puis c'est aussi l'objet du colloque. Et certaines municipalités québécoises vont de l'avant, et c'est important aussi de mettre le spectre là-dessus. Donc c'est l'objet de ce deuxième panel, s'intéresser cette fois-ci plus aux pratiques, qu'est-ce qui est mis en œuvre dans des domaines très précis. Pour présider ce panel, on a l'honneur d'avoir parmi nous le professeur Pierre Lemieux, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. Il est spécialiste en droit administratif, en droit judiciaire. Il a parcouru le monde, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique. Il intervient beaucoup. Il a été doyen de notre faculté de droit. Il a aussi été le directeur de l'Institut des hautes études internationales à l'Université Laval. Il a été directeur général du contentieux du ministère de la Justice. Et donc, c'est vraiment un véritable honneur de l'avoir parmi nous pour présider ce second panel. Je vous passe la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, je suis très intéressé de participer à ce panel. J'aime beaucoup la multidisciplinarité. Je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir un panel avec un juriste, un ingénieur, scientifique en plus. Donc, je vais donner la parole dans un premier temps. Il a quitté à Christophe Krolik, si vous voulez venir. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. En fait, on est dans la technique. Je me demandais, mais comment on passe les PowerPoint? Puis je vois que tout se fait à distance. Vous voyez, j'ai même plus à toucher. Donc, vive la technologie. Alors, je vais vous entretenir des transports électriques, puis plus spécifiquement de la voiture électrique au Québec. En effet, on va voir que c'est une priorité. On a vu l'importance. En fait, notre dépendance aux hydrocarbures, c'est le transport. Ça a été dit ce matin, 99% du secteur des transports à peu près est dépendant du pétrole. Et donc, pour décarboniser notre économie, eh bien, on doit passer par décarboniser le secteur des transports. Et donc, l'objectif là est de savoir qu'est-ce qui est mis en œuvre. Je vais vous présenter un essai en fait qui a été réalisé par une étudiante de l'Université Laval. Elle a travaillé sous ma direction et le professeur Pierre Lemieux a corrigé ses travaux. C'est une brillante étudiante qui a réalisé son essai sur l'électrification des transports. Et c'est l'une des premières recherches en fait sur les aspects juridiques de l'électrification du transport. Elle a accepté que je puisse vous présenter ses travaux aujourd'hui, donc je la remercie très sincèrement. Et on va entrer tout de suite dans le sujet. On a le professeur Mousseau a parlé donc de la politique énergétique 2030. On sait qu'on doit réduire de 40% notre consommation de produits pétroliers d'ici cette date, et c'est le secteur des transports qui est le principal émetteur, donc sur lequel on doit avoir la plus grande des priorités. Et en plus, une des difficultés, c'est que ce secteur, il est en croissance. Donc on a vraiment une nécessité d'inverser la tendance, ce qui ne sera vraiment pas facile. Donc croissance de l'automobile, croissance des émissions dans ce domaine avec un objectif de réduction des émissions. Donc on a une stratégie qui a été adoptée dans ce domaine, c'est une stratégie de développement durable. Stratégie de développement durable, c'est l'ensemble de la politique québécoise qui est concernée. Et au titre des transports, eh bien, c'est l'électrification des transports qui est vue comme la priorité. Donc le transport électrique, c'est vu comme une solution majeure, prioritaire au Québec pour décarboniser le secteur des transports. Alors quelques chiffres qui sont pour mettre un petit peu en perspective le plan d'action qui a été adopté. On a un objectif de 100 000 véhicules électriques ou rechargeables d'ici à 2020. D'ici 2020, c'est dans presque 2 ans. 100 000 véhicules électriques et un objectif d'1 million d'ici 2030. Pour mettre en perspective, actuellement, notre parc de véhicules est à peu près de 5 millions et on a seulement
on a moins de 13 000 véhicules électriques sur les routes du Québec actuellement. Donc à peu près moins de 13 000 véhicules électriques aujourd'hui, 100 000 comme objectif dans 2 ans. Comme l'a dit le professeur Mousseau, en principe, on n'atteindra pas nos objectifs. Et donc après le million. Donc on a véritablement la nécessité, oui les objectifs sont fixés, mais il y a la nécessité d'avoir les moyens adéquats. On s'intéresse aujourd'hui aux moyens. Et il y a 2 types de moyens, 2 paliers de gouvernement. Il y a le Québec, la province, avec son plan d'électrification des transports et des moyens que l'on va avoir. Mais ça a été dit ce matin par nos panélistes, l'aménagement du territoire, la mobilité, en d'autres termes, les municipalités doivent aussi être des acteurs de premier rang dans cette politique d'électrification des transports, et donc sur la partie plus mobilité. Et en vertu notamment du principe de subsidiarité qui est dans notre loi sur le développement durable, sur laquelle les responsabilités doivent être déléguées au niveau approprié d'autorité et le rapprocher le plus possible du citoyen. On va donc voir quelles sont les mesures qui existent en droit québécois, donc en droit provincial, qu'est-ce que met en œuvre la province, et qu'est-ce qu'elle pourrait faire de mieux, parce qu'on sait que nos objectifs ne seront pas atteints. Et ensuite, les municipalités, quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour tendre vers ces objectifs. Alors, on commence tout d'abord par le droit provincial. Et il existe un ensemble de mesures qui visent à inciter à développer l'offre de voitures électriques. Un des problèmes que l'on a au Québec, c'est que si vous allez chez un concessionnaire, vous lui demandez une voiture électrique, généralement, il ne l'a pas. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'il ne l'a pas en stock et que ça va nécessiter des délais, beaucoup plus de délais que si vous voulez avoir un véhicule traditionnel. Donc ça, c'est un des premiers problèmes qui se posent, c'est la disponibilité des véhicules électriques. Et c'est tout l'intérêt de cette loi zéro émission. C'est un système de crédit qui va être crédit et redevance qui va être imposé aux constructeurs automobiles. À partir de 2018, les constructeurs automobiles vont être obligés de proposer parmi leur gamme de véhicules un certain pourcentage de véhicules électriques. Et ce pourcentage, il va augmenter au fil des années par un système de crédit. Et donc, il va y avoir une reddition de comptes et à chaque année, les constructeurs vont devoir rendre des comptes. Est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs? S'ils atteignent leurs objectifs, ils auront des crédits qu'ils pourront valoriser. Ils pourront soit les garder ultérieurement, soit les partager avec d'autres constructeurs. Mais s'ils n'atteignent pas ces objectifs, eh bien, ils devront payer des pénalités. Donc ça, c'est un aspect plutôt réglementaire de la loi. On oblige les constructeurs à proposer de plus en plus de véhicules électriques. Ensuite, on a des programmes d'incitation. Ces programmes sont assez connus. On subventionne, on soutient financièrement l'achat de véhicules électriques. C'est le programme Roule électrique et les personnes ont des rabais lorsqu'elles souhaitent acheter des véhicules branchables, hybrides ou totalement électriques. Et plus le prix de la voiture est bas et plus le montant du rabais est important. Ainsi, par exemple, pour un véhicule de moins de 75 000 $, on a un rabais de 8 000 $. Et ce programme, il est encore actuellement destiné aux voitures hybrides non branchables, mais désormais, à partir de 2018, ce ne sera que les véhicules qui seront branchables qui pourront bénéficier de ce système. Donc, comme ça, on finance finalement des véhicules de plus en plus performants sur le plan électrique. Donc ça, c'est de l'incitation. C'est un programme donc, qui est intéressant pour le consommateur, mais qui pose un problème sur le plan de l'analyse économique du droit. C'est que cela coûte très cher de financer ce type de mesures et que ça n'est pas rentable sur le plan économique. En fait, il faudrait que le prix de la tonne de carbone soit environ à 395 $ pour que ça soit véritablement rentable. Actuellement, sur le marché du carbone québécois, le prix de la tonne était, en août 2017, il était à 18,74 $. Donc en fait, on voit qu'il y a véritablement, on n'est pas encore là. Et bien que le programme soit intéressant, c'est un programme qui est très dispendieux et qui est prélevé donc sur le fonds vert qui en principe a vocation à financer des programmes environnementaux. Et donc, ce sont des programmes environnementaux que l'on ne peut pas financer dès lors qu'on les attribue aux subventions de véhicules électriques. Donc, c'est un programme intéressant, mais dispendieux.
On a un projet pilote aussi, celui-ci concerne l'achat de véhicules hybrides ou électriques, mais d'occasion. Il a émergé en avril 2017 par Transition énergétique Québec. C'est un rabais de 4 000 $ pour les personnes qui achètent des véhicules électriques d'occasion entre 3 et 4 années d'usure, achetés auprès d'un concessionnaire. Et c'est un véhicule qui doit provenir de l'extérieur de la province du Québec. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir à cumuler les différents rabais. Donc ça, c'est pour les personnes plus modestes qui ne peuvent pas se payer un véhicule neuf, et bien c'est un programme intéressant pour ces véhicules donc usagés d'occasion. Autre incitatif, on l'a vu, les bornes électriques, c'est quelque chose qui est fondamental, recharger son véhicule électrique. Donc là aussi, on a des mécanismes d'incitation au niveau provincial, et c'est notamment le programme Rouler électrique. Et là, c'est un programme qui subventionne les personnes, les individus, les familles, pour lorsqu'elles souhaitent intégrer des bornes de recharge dans leur habitation. Et donc, c'est aussi un programme de subvention qui peut aller jusqu'à 600 $, 350 $ pour l'acquisition, 250 $ pour l'installation. Actuellement, c'est un incitatif. Ce n'est pas obligatoire d'installer dans les constructions neuves un système de recharge pour les véhicules. Pour autant, dans le plan d'action en électrification des transports de 2015, il est clairement inscrit que la Régie du bâtiment prépare une réforme réglementaire qui vise à rendre obligatoire les systèmes de recharge dans les habitations neuves. La réglementation a été adoptée et désormais, tous les paramètres techniques sont dans la réglementation pour les nouvelles habitations, mais le législateur n'est pas encore intervenu pour rendre obligatoire ces systèmes de recharge pour les nouvelles habitations. Chez les individus, chez les personnes au travail, il y a des subventions aussi qui vont jusqu'à 5 000 $ par borne électrique pour les employeurs qui veulent installer des bornes électriques aux abords de leurs entreprises. Et ce montant peut aller jusqu'à 25 000 $ par année. Et en contrepartie, les entreprises ont l'obligation de laisser implanter pendant au moins 3 ans ces bornes électriques sur le territoire. Et puis, ça doit être installé conformément à un organisme accrédité, conforme au code de la construction. On est actuellement rendu à 1650 bornes électriques de ce type au Québec. Il y a aussi le circuit électrique. Là, on n'est plus dans les entreprises, mais sur le domaine public, ou privé d'ailleurs. C'est Hydro-Québec qui est à l'origine de ce projet. Ça a commencé sur l'autoroute 20, et puis ça s'est développé avec des partenariats, avec des entreprises privées qui, sur leur parking, laissent Hydro-Québec implanter ces bornes électriques. On a plusieurs types de recharge, mais plutôt de 2e et de 3e génération pour recharger plus vite. Et donc, grâce à ce projet, on est à 800 bornes de recharge au Québec. Troisième moyen de développer les infrastructures, c'est l'immatriculation verte. Les voitures électriques peuvent bénéficier d'une plaque verte qui leur offre des avantages par rapport à un véhicule traditionnel. Le coût de la plaque d'immatriculation, il est identique à une plaque d'immatriculation d'un véhicule standard, mais cela leur apporte des avantages, et notamment l'accès à des voies réservées, qui sont actuellement réservées pour les bus ou les taxis. Donc ça, c'est un avantage en termes de circulation. Des stationnements réservés aux voitures électriques, gratuits parfois. Et c'est l'accès aussi à certaines infrastructures, par exemple certains ponts à péage ou les traversiers du Québec qui sont gratuits pour les détenteurs de cette immatriculation verte. On voit donc qu'on a déjà des mesures. Certaines sont plus problématique. On va prendre le cas que l'on a vu où l'on soutient les véhicules par des subventions pour les propriétaires. Le problème, c'est que ce programme est dispendieux. Qu'est-ce que peut nous apprendre le droit français? Le droit français applique à peu près un système similaire. C'est un système de bonus, un rabais donc, pour les véhicules électriques qui sont achetés chez les concessionnaires. Mais ce qui différencie le droit français, c'est qu'il existe aussi un système de malus. On parle de bonus-malus, c'est-à-dire que les véhicules qui sont les plus polluants, eh bien, ont une surcote, un surcoût
Et ce surcoût permet de financer le bonus. On applique le principe du pollueur-payeur. Vous pouvez acheter un gros véhicule, plus polluant, c'est permis, mais en contrepartie, on vous demande de financer l'achat de véhicules plus propres sur le plan énergétique. Et donc, au Québec, on a ce système de bonus, mais on pourrait le compléter avec un système de malus, justement, pour aider à financer notre système et que le fonds vert puisse aussi aider à financer d'autres projets environnementaux. Puis l'étiquetage énergétique, en France, chez le concessionnaire, chaque véhicule a son étiquette énergétique, comme vous voyez là, qui indique le type de carburation, sa consommation, puis une échelle sur son impact climatique. Est-ce qu'au Québec, on a ce système? Est-ce que vous avez déjà vu chez un concessionnaire une étiquette énergétique? Elle existe. Au niveau fédéral, on a l'Énerguide. C'est un système fédéral qui est à peu près similaire, comparable à celui du droit français. On voit le coût en termes de consommation d'énergie, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Bref, on a des informations similaires. La différence, c'est que c'est un programme qui est incitatif et donc qui est laissé à la libre discrétion des concessionnaires. On pourrait très bien envisager, comme on le fait en France, que cette étiquette soit imposée et aux concessionnaires, et ainsi que le consommateur, lorsqu'il achète un véhicule, il choisisse que la consommation d'énergie soit aussi un critère de choix. Et donc là, on sensibilise le consommateur. Qu'en est-il désormais du droit municipal? On va prendre le cas de la ville de Montréal qui a un plan en matière d'électrification. Ce n'est pas la seule municipalité au Québec, mais son étude nous permet de mieux comprendre ce que peuvent faire les municipalités. La ville de Montréal a créé un système de stationnement incitatif dans le cadre de sa politique de stationnement. Et donc, il y a certains stationnements qui sont réservés aux véhicules électriques. Elle prévoit également de développer des systèmes de bornes de recharge avec un objectif de 1000 bornes de recharge d'ici à 2020, avec une tarification combinée, un stationnement réservé et une borne et une tarification unique. On a aussi, la ville de Montréal développe aussi des infrastructures de bornes électriques dans la ville, notamment dans le cadre des bâtiments qui sont ouverts au public. Donc, lorsqu'on a un bâtiment administratif qui est ouvert au public, eh bien, dans le cadre de la politique, de sa stratégie, eh bien, l'objectif, c'est de développer l'implantation de ces bornes électriques et également de renouveler son parc de véhicules électriques. Donc ça, c'est un autre pan de sa stratégie. Et également l'autopartage dans la ville de Montréal. Vous connaissez des systèmes d'autopartage, on en a à Québec, il y en a aussi à Montréal. Pour le moment, ce ne sont des véhicules normaux ou hybrides, mais l'objectif de la ville de Montréal, c'est de n'avoir que des véhicules d'autopartage électrique. Et comment elle agit, parce qu'elle n'a pas un pouvoir direct dans ce domaine, eh bien, par le stationnement, par l'attribution de vignettes de stationnement. Et elle n'attribuera finalement des vignettes de stationnement à terme, en 2020, qu'à l'autopartage 100% électrique. Donc, par le biais du stationnement, elle peut ainsi avoir une action sur l'autopartage électrique. Quelles innovations on peut avoir issues du droit français? Eh bien, la transition énergétique, elle est désormais au cœur des compétences des municipalités. Elles ont des objectifs en matière de réduction des consommations, en matière de développement des énergies renouvelables. Et donc, on pourrait très bien ici, nous aussi, avoir les municipalités comme acteurs de cette transition énergétique. La France permet aussi la création d'autopartage lorsque le service privé est déficient au niveau des municipalités françaises. Eh bien, la municipalité a la possibilité de mettre en œuvre elle-même un système d'autopartage. Et puis le contrôle de la circulation, les maires des municipalités françaises ont aussi la possibilité de contrôler la circulation des véhicules. Et donc on pourrait très bien penser à certains quartiers qui seraient réservés aux véhicules électriques. Et cette question, elle est de plus en plus importante ici au Québec parce que depuis l'adoption du projet de loi 22, les municipalités québécoises qui étaient des créatures du gouvernement sont devenues
des gouvernements de proximité. Et dès lors que une municipalité devient un gouvernement de proximité, on peut s'attendre à ce que ces moyens soient renforcés. Les pouvoirs en tant que gouvernement de proximité ont augmenté, et c'est notamment des pouvoirs en matière de taxation, de fiscalité. La réforme permet désormais, elle offre un pouvoir général de taxation à nos municipalités, et on peut très bien penser que ce pouvoir de taxation pourrait être utilisé sous une forme d'éco-fiscalité. Mais attention, ce programme de taxation, il est limité. Par exemple, les municipalités n'ont pas la possibilité d'adopter des taxes sur les carburants, alors que augmenter le coût des carburants permettrait justement aussi d'inciter au développement de véhicules électriques. Intégrer la question de l'environnement dans l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui a été dit ce matin. J'y reviendrai donc pas en détail, mais cette stratégie de diminuer les déplacements, accroître la part modale, c'est-à-dire accroître les transports alternatifs, et puis améliorer l'efficacité énergétique, je pense que vraiment intégrer cette question des transports électriques, mais de l'efficacité énergétique, de la mobilité dans notre aménagement du territoire, c'est le grand enjeu en matière de droit municipal. Or, où en est-on dans ce domaine ? Notre loi sur l'aménagement et l'urbanisme, elle date de 1979, donc elle pourrait être révisée. Il y a une révision des orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui est en cours, donc ce serait l'occasion d'intégrer cette dimension. Une politique gouvernementale de mobilité durable qui est à venir, et une politique nationale de l'aménagement du territoire, ça a été réclamé ce matin, ça l'est également par l'UMQ et la FQM. Et puis, pourquoi ne pas assujettir les municipalités au respect de la loi sur le développement durable ? Actuellement, les municipalités n'ont pas à respecter la loi sur le développement durable, mais si le gouvernement peut les assujettir, et dès lors, les municipalités pourraient véritablement avoir des objectifs et devenir des réels acteurs de la transition énergétique. Donc oui, plus d'obligations, mais un partenariat se développe et on verrait enfin réellement les municipalités comme des acteurs. Elles seraient des acteurs qui seraient là pour opérationnaliser cette transition énergétique. Alors pour conclure, on l'a dit, en 2020, nous n'atteindrons pas nos objectifs d'électrification des transports. Et donc il faut consolider nos moyens. Les moyens tout d'abord au niveau de la province, au niveau québécois. On l'a vu, en fait, le droit provincial, lui, il encourage l'offre de véhicules électriques. Il agit donc surtout sur la question transport. Et donc, on peut continuer à améliorer ce cadre juridique, par exemple, en intégrant un malus, en plus des rabais qui existent pour l'achat de véhicules électriques. Et puis, on pourrait aussi penser à l'incitation par la sensibilisation des consommateurs avec l'étiquette énergétique. Elle existe, alors imposons-la. Et ainsi, le consommateur fera des choix qui pourront être davantage basés sur une information éco-énergétique. Les municipalités, ensuite, leurs moyens juridiques. On voit que les municipalités sont réellement complémentaires. Alors que le provincial joue sur l'offre de véhicules électriques, les municipalités jouent sur la mobilité. C'est véritablement complémentaire. Et d'ailleurs, c'est au moins aussi fondamental parce que faire un choix de véhicule, ça dépend avant tout de nos déplacements. Donc c'est une priorité, la mobilité au niveau municipal, ça doit être une priorité, donc les moyens doivent être renforcés dans ce domaine. C'est concrétiser cette subsidiarité en leur donnant plus de moyens, en mettant en œuvre la loi sur le développement durable, et donner la priorité à l'aménagement du territoire et renforcer nos moyens d'aménagement du territoire pour que cette question de la transition énergétique soit réellement intégrée dans les outils d'aménagement du territoire. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention. Le mémoire d'Anne-Sophie Doré sera disponible en ligne prochainement, donc vous pourrez le consulter pour aller plus dans le détail. Et puis je vous invite donc à continuer à suivre nos travaux sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.